Mais ce que je retiens, on ne va pas réécrire, on ne va pas refaire l'histoire de l'art. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que quel que soit le climat, quelle que soit la latitude, l'homme s'insère dans la nature. L'homme ne combat pas la nature. L'homme s'intègre à la nature. J'ai oublié de parler de Granvier, que je connais parfaitement. L'homme s'adapte toujours à l'environnement où il est et son architecture découle de cela. C'est pourquoi vous verrez que l'architecture des sédentaires est totalement différente de l'architecture des nomades. Celle des nomades paraît, je dis bien précaire, parce qu'on la décompose tout de suite, on la replie, on bouge. Celle des sédentaires est beaucoup plus robuste, beaucoup plus stable. Du coup, les matériaux sont différents. C'est là que je parle d'écriture. Parce que c'est d'écriture. Parce que c'est le matériau. Même si vous refaites l'histoire de l'art, les aqueducs, les cathédrales, les temples dont il parlait, c'est le matériau qui appelle une certaine technicité qui fait l'écriture que tu utilises. C'est ça l'écriture. C'est différent de l'esthétique. L'esthétique, dans ce sens-là, a donné ce qu'on a appelé le mouvement des façadismes. C'est abject. C'est de la tricherie. Taf-yungel, quoi, comme on disait ici. Ça, c'est pas de l'architecture. Je suis pas, en tout cas, moi, je ne suis pas militant de cette architecture-là. Une architecture est le produit d'une pensée. Je disais même souvent qu'un architecte, c'est d'abord un philosophe. C'est d'abord un philosophe. Ce n'est pas un homme d'affaires, contrairement à ce que certains ont cru. Mais c'est un philosophe très transversal. Il connaît les techniques d'amélioration du sol. Il connaît les techniques d'adaptation climatique en site exposé. C'est pourquoi les médinas sont serrés. En fait, c'est pour se protéger des rayonnements directs. On a toujours de l'ombrage dans les rues. Et puis, il y a une autre vie qui se déroule dans les ruelles, qui est adaptée à ça. Et c'est ça qui conduit la ruelle à être plus étroite. Et puis, il y a une vie nocturne. Et puis, il y a un monde qui fonctionne de façon diurne et nocturne sur les terrasses. Il y a un quartier nocturne qui est différent du quartier de jour. On va pas... C'est pour dire que quand on connaît tout ça, on prend beaucoup plus de recul et on devient plus modeste. C'est pourquoi tout à l'heure, dans mon speech, j'ai invité les architectes à être plus modestes, mais plus ancrés dans leur terroir. Parfois, nous avons des biais perceptuels. La case à impluvium dont on parle, elle est fabuleuse. Mais l'objet de la case à impluvium, ce n'est pas de récupérer les eaux de pluie. Ce n'est pas vrai. C'est la première lecture qu'on peut avoir quand on ne la connaît pas, cette case-là. Cette case est de forme ronde, avec un pan incurvé vers l'intérieur et un réceptacle pour ces eaux-là, bien sûr. Quand on amène l'eau de pluie dans la cour, ben il faut la gérer. Donc c'est essentiellement pour ça. Et souvent, quand vous regardez, de cet espace central, il y a une conduite vers les potagers de cases. Parce que toujours autour de la case impluvium, il y a les petits jardins potagers de la dame, etc. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, on évacue cette eau par là. Mais le but essentiel de cette case-là, c'est de mettre les hommes et les animaux à l'abri en période de guerre. C'est une sorte de fortin. Quand c'est fermé, ils sont inattaquables. Maintenant, vous me direz, on peut incendier. Oui, mais c'est pourquoi la case est conçue de façon géniale. Il y a un bloc à l'intérieur qu'on appelle un goutep. C'est un bloc en terre, bien battu. Parce que là-bas, la terre se bat. Elle n'est pas faite en bloc. C'est des mottes battues. Il y a toute une sémiologie sur le nombre de couches qu'il est fait, à quelle période de l'année, etc. Ce n'est pas le débat. Donc, je n'entrerai pas dans ça. Mais ça fait finalement qu'on a des mottes qui peuvent gérer, soutenir donc
le feu au niveau de la paille avec les populations à l'intérieur à l'abri. C'est ça l'objet de la Casa Impluvium. Et pour l'histoire, il y avait des doubles et triples Casa Impluvium. Je vous donnerai la documentation là-dessus plus tard. J'ai moi-même fait une étude spécifique sur les Casa Impluvium, donc je peux en parler. Beaucoup plus en longueur. Jusqu'ici, c'est la première fois que j'en débat autant, et pourtant, il n'y a pas d'une rencontre où les gens n'en parlent pas. Et je rigole, je ris sous cap. Mais c'est bien, et je les encourage à continuer. Alors, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'écriture et l'esthétique sont deux choses différentes. L'écriture est tributaire du matériau. On ne construit pas de la même façon en vitrage et structure métallique qu'on construirait en béton armé et ouvrages différents. Ce n'est pas pareil. Donc, ce matériau-là vous amène à chercher un type de plasticité différent. C'est ça l'écriture. Et le résultat maintenant, c'est l'esthétique. Souvent, on fait la confusion, mais il ne faut pas confondre. Pour en revenir à notre débat, ce débat est crucial, il est extrêmement important. Dans quoi que ce soit que vous ayez comme activité, c'est toujours bon, même si tout le monde vous acclame, de vous arrêter à certains moments pour regarder où vous en êtes. Quel est le parcours? Où est-ce que nous en sommes? Vers quoi pouvons-nous aller? Vers quoi devrions-nous aller? Et c'est ça que je donne comme sens au Bakou. Je ne traduirai pas le Bakou, parce que je n'ai pas ce feeling-là. Mais je comprends que ce soit un mouvement qui veuille ouvrir des perspectives pour la production de l'architecture et de nos villes. Il a parfaitement raison, cher. Nos villes sont très mal conçues. Elles ont tenu le coup tant que c'était le système damier pendant un moment, densité réduite. Mais dès l'instant où le boom est parti, personne ne contrôle. Mais le problème maintenant, c'est que c'est pour ça tout à l'heure, j'ai parlé de nos décideurs. Parce que c'est eux qui décident finalement. On a beau faire les meilleurs discours, les meilleurs produits qui soient, ils ne voteront pas le budget, ils ne l'exécuteront pas, donc on aura perdu du temps. Ils ne feront que les choses qui les intéressent. Les choses qui les intéressent, malheureusement, sont liées à un intervalle de temps limité. C'est leur mandat. Durant leur mandat, il leur faut le faire. Donc quand vous êtes dans une perspective trop longue, ce n'est pas bon pour eux. Or, il leur faut tout de suite quelque chose. Vous ne le faites pas, ils vont commander ça à l'étranger. Voilà. Et ça, c'est malheureusement ce que nous vivons dans tout le pays. Mais je pense que c'est bien, avec l'effervescence actuelle et la naissance de nouvelles écoles de ci, de là. Et ça, c'est le deuxième rôle que je confie aux ordres d'architectes, d'encadrer ces écoles pour pouvoir donner le bon profil aux futurs architectes.